Bonjour, bonjour. Je suis ravie de partager avec vous cette nouvelle aventure, mais un peu déçue aussi de ne pouvoir y ajouter le côté olfactif, car je vous emmène aujourd'hui au pays des parfums, des senteurs et des fleurs. Je veux parler de Grasse. Pendant les semaines qui suivirent le passage de la troupe de Joséphine Baker à la maison, nous travaillâmes presque tous les jours avec notre chœur des Lumières pour leur apprendre les pas de danse tout en continuant à peaufiner les parties musicales et théâtrales. Ce ne fut pas une mince affaire et plus d'une fois j'eus la tentation de tout envoyer promener, craignant que nous nous couvrions de ridicule au concours. Cependant, grâce au flegme de l'imperturbable Jeffrey et au talent de metteur en scène de ma grand-mère, les choses prirent peu à peu assez bonne tournure et l'ambiance était au travail et à l'entente cordiale. Et tant mieux, car le mois de février était déjà là et nous devions partir à Venise où nous avait invité le cousin Sergueï. C'est donc le cœur léger qu'un matin de mi-février, nous partîmes pour Venise. Ma grand-mère, ma mère, Igor, Tatiana, Flora, Rocky, Marie-Thérèse et moi-même, dans une énorme automobile, encore un héritage du génie de mon grand-père, qui nous contenait tous ainsi que nos bagages. En temps normal, Attila aurait dû conduire la voiture. Mais comme Marie-Antoinette jouait les pleureuses grecques à l'idée de laisser son Jeffrey et que par ailleurs Attila n'avait aucune envie de quitter la boulangère, il fut donc convenu que Jeffrey tiendrait le rôle de chauffeur et qu'il pourrait être aux côtés de sa dulcinée pour découvrir Venise, tandis qu'Attila serait le chef de chœur attitré pendant notre absence. Claudine, elle, avait été nommée au poste d'assistante à la mise en scène par Épiphanie, qui lui avait laissé des consignes strictes. Et enfin, l'une des sœurs Goulu, Prudence en l'occurrence, qui avait de très bonnes notions de danse, ferait office de répétitrice de ballet. Je laissais donc mes ouailles, l'esprit assez tranquille. Le pauvre Mike Mitchell ne pouvait se permettre d'accompagner maman car quelqu'un devait assurer la direction de la société. Et il la regarda partir, d'un air de chien battu qui faisait peine à voir, persuadé qu'un bel Italien bourré de charme la lui ravirait. La route étant tout de même longue, il fut décidé que nous ferions étape quelques jours à Grasse, chez une ancienne amie de pension, Hélène, qui depuis des années m'écrivait pour m'inviter dans sa jolie maison. Lorsque je lui écrivis à mon tour pour lui dire que j'en serais ravie, mais que nous serions 9 personnes en comptant les enfants, je crus qu'elle allait me recommander un hôtel. Cependant, elle m'avait téléphoné immédiatement en me disant que la maison était grande et que ses 2 enfants seraient ravis d'avoir de la compagnie. Et c'est ainsi qu'après 2 jours de route, nous arrivâmes dans l'une des plus jolies et joyeuses maisons que j'ai connues. Elle s'appelait la Villa des Roses, et je ne vois pas quel autre nom on aurait pu lui donner, tant elle croulait sous une multitude de fleurs. Les roses étaient de toutes sortes et de toutes couleurs. De chaque côté de la porte de la maison grimpait une variété couleur pêche, dont les fleurs étaient assez grosses. Sur les arches menant au jardin, elles étaient fuchsia et toutes petites. Autour du bassin, savamment disposées dans des parterres symétriques, elles étaient d'un blanc éclatant. Et dans chacune des chambres, elles étaient serrées en d'énormes bouquets de la couleur des rideaux de chaque pièce. Arriver dans cet endroit, c'était un peu comme entrer dans un Éden floral et parfumé qui vous enivrait légèrement mais vous rendait immédiatement heureux. Nous étions tous fourbus du voyage et avions hâte de nous rafraîchir un peu avant de découvrir totalement cet endroit magique. Mais alors que nous étions tous en haut du perron, prêts à entrer dans la maison, je m'aperçus que Flora était restée en arrière et se tenait debout face à une guirlande de roses pompons s'entourant autour d'une gloriette. Elle était comme hypnotisée. Elle ne bougeait pas, regardait intensément les fleurs et l'instant d'après fermait les yeux et inspirait profondément comme les fumeurs d'opium qui ont besoin de leur drogue pour survivre. Je l'appelai, mais elle ne répondit pas et un instant plus tard, je la vis chanceler et me précipiter juste à temps pour la récupérer avant qu'elle ne s'évanouisse par terre. Allons bon, le séjour commençait bien si ma fille était déjà malade. Mon amie Hélène, qui en plus d'être adorable était une femme très organisée, se débrouilla pour faire venir au plus vite le médecin de ses enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans. Flora reprit rapidement ses esprits, Dieu merci, et lorsque le médecin arriva à son chevet, il lui fit toute la batterie d'examens habituels et ne remarqua rien d'anormal, sauf peut-être un calme un peu étrange pour une jeune personne de 6 ans. Il lui demanda si elle se rappelait ce qui avait provoqué son étourdissement. Et je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours de ce qu'elle lui répondit d'une voix quasiment adulte. Elle lui dit que les fleurs étaient si belles et leur parfum si bon qu'elle avait voulu s'endormir pour le respirer éternellement. Cela me glaça tout de même un poil car je trouvais que c'était un peu morbide. Mais heureusement, tout de suite après, elle enchaîna en demandant s'il existait un métier qui capturait le parfum des roses. Et là, le fils d'Hélène, qui se prénommait Jules, lui dit du haut de ses 8 ans que « Bien sûr ça existait, puisque c'est ce que faisait mon papa, et qu'il ferait la même chose quand il serait grand. »
Flora lui répondit alors du tac au tac qu'elle se marierait avec lui et qu'elle aussi capturerait le parfum des fleurs. Et l'avenir lui donna absolument raison. Pour nous remettre de nos émotions, Hélène nous proposa le dîner dès que nous serions prêts. Un peu estomaqués par ces fiançailles express entre nos enfants et tout l'épisode précédent, nous passâmes en vitesse dans nos chambres pour nous changer et passer à table. Les enfants prirent leur repas à une petite table à côté de la nôtre et nous fîmes la connaissance de Roger, le mari d'Hélène, dont la famille était à Grasse depuis plusieurs générations et qui travaillait effectivement pour la parfumerie en tant que nez. Roger était charmant et amusant, et hormis le fait que tout ce qui lui était servi à manger devait avoir un goût et une odeur qui ne le contrariaient pas, il était vraiment d'agréable compagnie. Il était très excité, car il avait fait la connaissance, quelques mois auparavant, d'un entrepreneur qui était ancien notaire à Saint-Chamond, qui était venu s'installer dans la région pour créer une entreprise de parfums. L'homme lui semblait être un visionnaire qui voyait très grand. Et après avoir senti les fragrances créées par Roger, il lui avait proposé de l'engager comme créateur des futurs parfums qu'il commercialiserait sous le nom de Fragonard. Eugène Fuchs, puisque c'était son nom, avait eu l'idée d'appeler sa société ainsi, en hommage au peintre du XVIIIe siècle Jean-Honoré Fragonard, lui-même fils de gantier parfumeur de Grasse. La collaboration de M. Fuchs et de Roger avait été fructueuse, et la première parfumerie Fragonard devait ouvrir ses portes à Grasse très prochainement. Cerise sur le gâteau, Monsieur Eugène, comme l'appelaient ceux qui travaillaient avec lui, avait eu la brillante idée d'ouvrir au public les ateliers de création des parfums pour des visites guidées après lesquelles on pouvait acheter directement son flacon de parfum. Quel sens de l'invention et du commerce, on aurait dit mon grand-père Roch. Roger nous proposa donc de visiter en avant-première, avant l'ouverture, ces fameux ateliers le lendemain matin. Flora, qui depuis la table des enfants n'avait pas perdu une miette du récit, nous dit qu'elle et son fiancé viendraient aussi. Sur ce, mon petit Rocky hocha la tête et se tapa sur le ventre en riant. Je commençais à être sérieusement inquiète de la maturité excessive de mes enfants. Mais épuisée par le voyage et tous ces événements, je mis tout le monde au lit et m'endormis immédiatement, probablement aidée un peu par le parfum entêtant des roses jaunes qui se trouvait sur ma table de nuit et qui m'assomma littéralement. Le lendemain, toute la famille, sur le pied de guerre, était prête à découvrir la ville et la future parfumerie Fragonard. Notre émerveillement devant l'explosion de couleurs et de senteurs que nous offrait le paysage fut total. Située dans les collines à une vingtaine de kilomètres de Cannes, cette ville était quasiment entièrement consacrée à la parfumerie depuis plusieurs centaines d'années. En effet, dès le XVIe siècle, Grasse était la cité des tanneurs, en raison du cuir de qualité exceptionnelle avec lequel ces derniers fabriquaient entre autres des gants réclamés par toutes les cours d'Europe. Or, l'odeur du cuir étant fort nauséabonde, on prit vite l'habitude d'enduire les gants de parfum pour l'atténuer. Et comme Grasse bénéficiait d'un climat idéal pour les plantes aromatiques et les fleurs, notamment les roses et le jasmin, les tanneurs devinrent bientôt des tanneurs parfumeurs. Puis au fil du temps, ils restèrent essentiellement des parfumeurs. Tout dans la cité vivait donc pour et par le parfum. Igor et Tatiana, qui en dehors de la Russie n'avaient vu que Paris, puis notre campagne normande, étaient subjugués. La lumière du sud, les couleurs des fleurs, le langage fleuri, lui aussi des habitants, l'air pur et la beauté des bâtiments, tout contribuait à les émerveiller. Cependant, Tatiana, qui avait laissé de côté ses chères études de médecine pour 2 semaines, culpabilisait malgré tout. Mais lorsque Roger lui présenta Maurice, son jeune assistant de 22 ans, qui, en plus d'être très joli garçon, connaissait toutes les vertus médicinales des plantes de la région, ma petite cousine russe se montra fort intéressée par l'usage de ces plantes dans la pharmacopée moderne et sembla ravie que le dit Maurice lui propose de voir sa collection d'herbes aromatiques rares. J'étais ravie pour elle, qu'elle joigne l'utile à l'agréable et qu'elle oublie un peu son Sergueï qui, à mon avis, aurait beaucoup apprécié Maurice, lui aussi. En visitant la future parfumerie Fragonard, nous fîmes la connaissance d'Eugène Fuchs, dont le dynamisme, l'intelligence et la clarté de vue semblaient de très bon augure pour la réalisation de son projet d'envergure. Il demanda très gentiment à Roger de nous fabriquer des parfums sur mesure à ma grand-mère, maman, Tatiana et moi-même. Marie-Antoinette, elle, déclina cette offre généreuse, disant que le parfum détournerait bébé Rocky de sa poitrine, qu'il utilisait toujours comme coussin pour s'endormir. Mais je crois surtout que cette Normande bon teint avait été élevée dans l'idée que le parfum était réservé aux femmes de mauvaise vie ou aux femmes du monde, ce qui revenait parfois même d'ailleurs, et que rien ne valait la bonne odeur du savon. Roger, le mari de ma chère Hélène, prit donc tout le reste de sa journée pour nous faire choisir à chacune les composants essentiels que nous souhaitions utiliser pour notre parfum personnalisé.
Ma grand-mère et Tatiana furent attirées par la rose et par le cédrat qui donnait une odeur fraîche et tonique. Et ma mère et moi préférâmes une base de jasmin agrémentée de fleurs d'oranger pour ma mère et de vanille et de musc pour moi. Les précieux nectars nous furent remis dans de ravissants flacons en cristal taillé. Nous étions conscientes toutes les quatre d'être de grandes privilégiées, car à cette époque, le parfum était vraiment un luxe inouï que seule une partie infime de la population féminine pouvait s'offrir. Nous rentrâmes donc à pied chez Hélène, en serrant nos précieuses petites fioles sur le cœur. Et pour ma part, je resterai fidèle toute ma vie à cet élixir précieux, qui fut comme une seconde peau pour moi, et dont je passais commande régulièrement à la désormais célèbre maison Fragonard. Le lendemain, nous allâmes tous nous promener sur la Riviera, à Cannes, Nice et Monte-Carlo, ce qui nous rappela beaucoup de souvenirs, des étés bénis où mon grand-père louait la villa d'une célèbre cocotte. Le temps en cette mi-février était d'une grande douceur, et fort heureusement, les enfants jouant sur la plage nous ramenaient au présent et éloignaient vite la nostalgie par leurs cris et par leurs rires. Flora ne décollait pas le petit Jules, son fiancé de 8 ans, et Rocky, à 11 mois, faisait du rentre-dedans à Florence, la petite sœur de Jules qui avait 5 ans. Et quand je dis rentre-dedans, je veux dire par là qu'il lui lançait des œillades en dessous, d'un air entendu, souriait de ses 5 dents et lui palpait la cuisse dès qu'elle s'approchait suffisamment de lui. J'étais affolée en me demandant quel genre d'homme ce serait plus tard. Cela dit, avec un père séducteur comme Marmaduke et une mère qui, je n'étais pas fière de le dire, n'avait pas froid aux fesses, je doutais fort qu'il envisage de rentrer dans les ordres. Lorsque le jour commença à tomber, nous rentrâmes tous à la Villa des Roses, la bien nommée, pour un dernier dîner en compagnie de nos hôtes adorables, avant de reprendre la route pour Venise le lendemain. Flora fit une crise de larmes au moment de partir, telle Juliette qu'on arrache au bras de Roméo. Et je dus promettre que nous nous arrêterions à nouveau sur le chemin du retour, ce qui enchanta tout le monde. Le lendemain, nous reprîmes donc la route et au bout de 10 heures de voyage, nous arrivâmes dans la petite ville de Mestre, où Sergueï avait réservé une place pour notre voiture dans un garage, puisque nous ne pouvions bien entendu accéder à Venise qu'en bateau. Lorsque Tatiana lui avait annoncé notre arrivée au téléphone, il nous avait demandé de laisser dans la voiture nos bagages qu'il ferait chercher dans la soirée, puis de prendre le train à la gare située juste à côté du garage. Il viendrait nous attendre en bateau à Venise, à la sortie de la gare. Nous montâmes donc dans le petit train de Mestre pour Venise. Et 20 minutes plus tard, à l'heure bleue de la fin de journée, lorsque le soleil offre ses derniers feux, le grand canal s'ouvrit sous nos yeux et nous entrâmes dans un rêve. Oui, Archie? Oui, nous y sommes retournés tous les deux, et oui, c'était magique. Mais tout de même, Archie, la première fois qu'on découvre Venise, c'est quelque chose. Et vous le verrez la prochaine fois pour la suite de mes aventures.